Hey, bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mini scrap. Donc on avait vu lors des deux premières vidéos, une première vidéo d'introduction, on avait détaillé un petit peu le projet à usage pédagogique. Ce que je fais, c'est pas forcément un modèle du genre, notamment en termes de code par exemple, en termes de performance, etc. Je vais tâcher au fur et à mesure des choses de mettre les petites nuances qui vont bien. On y reviendra certainement complètement à la fin pour dire un petit peu les points d'amélioration, les points aussi d'usage un peu de ce bloc, ce premier squelette. Si vous souhaitez aller plus loin, souhaitez vraiment améliorer les choses et continuer à progresser dessus. Alors aujourd'hui, on va poursuivre par rapport à la vidéo précédente. Donc la vidéo précédente, on s'était amusé à parcourir notre page de Yahoo des crypto-monnaies, juste ouvrir la page tout simplement et récupérer le nombre d'items que l'on avait au total, en sachant que les pages en termes de taille maximum, c'était 100 items par page. Donc on avait une page de 391 items, donc on sait déjà, on peut en déduire qu'on allait avoir 4 pages. Donc vous avez vu un petit peu aussi comment j'ai patiné dans la choucroute en fin de vidéo sur un élément que j'avais mis rendu complexe pour strictement rien du tout, et on a fait la petite correction. Donc on va poursuivre sur ça aujourd'hui. Donc avant de commencer, jingle, et c'est parti. Alors c'est parti, donc notre page qu'on va parcourir, c'est celle-ci, celle donc de Yahoo, dédiée aux crypto-monnaies. Donc si vous allez dans la bourse ici, vous cliquez sur crypto-monnaie, et donc nous, souvenez-vous, on avait récupéré l'élément. Aujourd'hui il est plus de 390, il était à 391 quand on avait fait notre premier test, et ça nous permet du coup d'avoir 100 éléments par page. Donc on va placer ici un élément à 100 par page, et derrière donc on sait que avec 100 éléments par page, on a ici une URL qui petit à petit se forme finalement avec un paramètre, en tout cas deux paramètres. Le premier paramètre qui est l'offset égale à 0. Donc là, c'est la page en question. Finalement, on va avoir un offset à 0, on va avoir un offset à 100, on va avoir un offset à 200, à 300, et puis c'est tout, puisqu'on est qu'à 390. Et derrière, on a le paramètre donc count. Count correspond finalement au pas qu'on prend. Donc nous, ici, quand j'ai mis la liste déroulante, on a pris un pas de 100, mais on pourrait prendre un pas de 25 uniquement, ce qui rendrait un nombre d'offsets plus important potentiellement. Mais voilà. Donc nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de récupérer surtout chacun des éléments ici, pour récupérer le nom de chacune des crypto-monnaies. Alors il y a deux valeurs qu'on va récupérer. Il y en a une, on va pas forcément s'en servir, mais on va quand même la récupérer au passage. Et puis la seconde qui est très importante, c'est que si vous cliquez sur une des crypto-monnaies, par exemple ici on prend Bitcoin, par exemple, je vais zoomer un petit peu, voilà, si on prend Bitcoin, BTC EUR, eh bien vous voyez qu'ici, ce paramètre-là est super important quand il est donc en mode codifié, qu'on va dire, puisqu'il nous permet ensuite d'interroger la page de Bitcoin pour aller récupérer les éléments qu'on souhaite pour chacune des crypto-monnaies que l'on souhaite. Alors moi, je vais simplifier les choses, donc tout de suite, autant en tirer au clair les éléments. Je vais juste donc rebondir sur cette page-là. Alors c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, ce sera l'occasion, quoi, on va faire ça dans plusieurs vidéos, parce que vous allez voir qu'on va s'amuser à enregistrer ça dans RabbitMQ, etc. Mais nous, notre objectif à la fin, c'est juste de stocker la valeur de Bitcoin, mais une fois qu'on a créé finalement l'élément qui va permettre de scraper cet élément-là, nous on le fera en Golang, donc c'est aussi l'intérêt de découpler les deux, c'est vraiment pas du tout utile. Vous allez voir tout de suite pourquoi c'est pas intéressant du tout de faire ce que je fais, mais c'est plutôt intéressant d'un point de vue technologique pour nous, pour apprendre un petit peu à faire des choses. C'est pas du tout intéressant en termes de performance, mais derrière, nous, ça va nous permettre de récupérer cet élément-là, et si éventuellement on veut récupérer d'autres éléments, du coup on aura déjà finalement le squelette de cette architecture qui permettra de faire ça. Néanmoins, pourquoi c'est pas performant ? Tout simplement parce qu'on va démultiplier le nombre de requêtes HTTP que l'on va passer avec nos scrappers finalement en procédant comme ça. Parce que si on veut récupérer uniquement la valeur d'une crypto-monnaie, on pourrait tout simplement rester sur nos pages de liste des crypto-monnaies et récupérer la valeur qu'on retrouve directement ici. Ça éviterait de vraiment envoyer beaucoup de requêtes HTTP à Yahoo, du coup de ne plus se faire aussi facilement rate limiter, donc limiter le nombre de nos requêtes HTTP, et donc derrière on pourrait vraiment actualiser encore plus souvent la fréquence de mise à jour de nos crypto-monnaies. Nous, c'est pas du tout l'objectif, mais si quelqu'un voulait faire quelque chose, quand on fait du scrapping ou ce genre de choses,
on en a parlé lors de la première vidéo, c'est important de remettre en parallèle ces choses-là, c'est-à-dire que rajouter des requêtes HTTP, ça a un coût généralement, surtout en matière de rate limiting, en termes aussi de durée de traitement des choses. Donc là, on est sur du scrapper dynamique, nous, comme on l'a vu avec plutôt Selenium, là en l'occurrence. On verra qu'avec Golang et Colli, ça ressemble plutôt à ce qu'on appelle Beautiful Soup au niveau de Python, c'est-à-dire plutôt un curl et du grep derrière. Donc là, c'est quelque chose qui peut être relativement rapide, mais attention, aller très vite en matière de scrap, c'est aussi se faire rate limiter d'autant plus facilement. Donc on avait parlé aussi des fermes de proxy qui permettent d'éviter ces problématiques-là, mais attention, ça va un coup derrière, bien sûr, de ce côté-là. Donc nous, on va récupérer ces éléments-là de manière à pouvoir rebondir sur les pages derrière. En l'occurrence, pour récupérer juste cette valeur-là, ça n'a strictement aucun sens de le faire. Nous, on va le faire juste pour pouvoir créer notre infrastructure derrière, qu'on va dessiner au fur et à mesure. Je vous invite à aller voir la première vidéo si vous voulez vous remémorer un petit peu le schéma que j'ai présenté, ce petit schéma avec RabbitMQ, donc un côté asynchrone, stockage des datas, etc. Donc, on va poursuivre sur cet élément-là. Donc aujourd'hui, ce qu'on a besoin de faire finalement, c'est pas très compliqué, c'est d'aller finalement récupérer ici, donc faire l'équivalent d'un inspect, en tout cas on va faire un inspect, récupérer les éléments qu'on retrouve ici, et on va se baser, donc là vous n'allez pas forcément bien le voir, puis ça va pas bien s'afficher, hop, on va le refaire comme ceci, ici je sais pas si vous voyez, mais on a un attribut qui s'appelle data-test égale quoteling. Et là, cet élément-là, ça va nous permettre de récupérer toutes les balises A qui correspondent à chacun des éléments qui sont cliquables là. Derrière les balises A, elles disposent de différents attributs, notamment un attribut title qui est finalement, quand on passe au survol dessus, vous voyez qu'on a Bitcoin vraiment en élément lisible, EUR, donc ça on peut le récupérer, ça nous donne vraiment, on va dire, la formulation exacte de la crypto-monnaie en question. Son titre, on va dire, plus exactement. Et puis, il y a ce qui est entre les balises A, finalement, hein, au niveau du CSS, du HTML, pardon. Et derrière, entre les balises A, on va retrouver donc l'élément texte. Vous allez voir la correspondance derrière en matière de Selenium, par exemple. Et on va récupérer BTC-EUR. Et donc, du coup, à la fin de cette vidéo-ci, vous allez voir qu'on va avoir la capacité à sortir la liste pour chacune des pages, la liste de tous les éléments, et de dire, OK, on considère qu'on doit récupérer 390 éléments, et comme on va procéder par boucle, on va pouvoir faire un counter qui va permettre de dire, à chaque fois que je récupère une valeur, j'incrémente de 1, et je vais pouvoir comparer l'élément que j'ai récupéré, comme on l'a fait lors de la vidéo précédente, donc notre 390, et voir si notre counter a bien été incrémenté jusqu'à 390. Donc on va procéder comme ça. Je vais fermer, je vais réduire celui-ci. On va ouvrir Visual Studio Code à côté, voilà, comme ceci. Et donc là, on était rendu à cet élément-là, et on va continuer à dérouler un petit peu les choses. Alors pour remettre un petit peu les choses plus proprement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer notre print ici, donc qui a plus vraiment... On va conserver le print, on va faire en sorte de réécrire notre valable max number qui est là. On veut garder quand même notre max number. Là on est en train de faire ce qu'il faut pas faire, grosso modo, c'est à force d'imbriquer des choses en modifiant la variable initiale, au bout d'un moment on a perdu la valeur de la variable initiale, et peut-être que plus tard on en a besoin. Donc du coup vaut mieux des fois segmenter un petit peu, ça n'a pas vraiment un coût et ça peut être relativement intéressant. Donc ici nous on va récupérer, on peut afficher la valeur max, donc notre 390 par exemple en l'occurrence. On va garder ici notre centaine qui est affichée, donc c'était la division, hein, souvenez-vous, donc pour prendre le premier élément de notre centaine en question. C'est valable également pour les milliers, et on avait vu pourquoi j'avais fait une erreur précédemment. Derrière, on lui ajoute plus 1, c'est pas un souci, alors on peut tout remettre dans 1, etc. Mais on va appeler ça ensuite max number. Là, on peut changer, ça va pas avoir grande difficulté pour la suite. On supprime notre print de max number, et comme je vous disais, l'idée c'est de faire un counter, donc on va déjà initier un counter à 0 de cette manière-là, on va l'appeler log count. Vous verrez qu'après on va s'intéresser, comme je vous disais dans la vidéo d'introduction, à comment on fait une configuration YAML pour notre scrapper en question, et comment on log également derrière. C'est qu'une proposition, une suggestion.
Donc nous, une fois qu'on a ça, ce qui se passe, c'est qu'on a besoin de parcourir chacune des pages. Donc pour parcourir les pages, c'est pas compliqué, c'est qu'on va avoir besoin de faire une boucle sur notre max number. Donc notre max number, souvenez-vous, hein, c'est l'élément de centaine, donc en l'occurrence pour notre 390, alors c'est pas le 3, mais c'est plutôt 4, donc c'est 3 plus 1, hein, ce qu'on a vu lors de la vidéo précédente, et on va boucler sur cette liste, donc 0, 1, 2 et 3. Donc ça, c'est le principe de fonctionnement. Derrière, on va, pour chacun de ces éléments-là, première chose, c'est qu'on va éviter, et ça c'est plutôt pour le scrapping en lui-même, et à définir vraiment strictement, plus précisément par rapport au site que vous êtes en train de parcourir, au fur et à mesure que vous allez le découvrir, voir un petit peu ses limites, éviter de balancer trop de requêtes HTTP. Donc là, pour freiner un petit peu les choses, sachant qu'on récupère des listes intégrales, et ça, on est plutôt sur un process de type batch, on va y revenir un petit peu plus tard, eh bien, on peut se dire, tiens, on va prendre son temps pour interroger Yahoo, pas la peine d'aller se faire rate limité là-dessus, juste sur le fait, sur ce scrapper-là en tout cas, on verra qu'on a un autre scrapper qui va, lui, pour le coup, tabasser un peu plus Yahoo, donc du coup, celui-ci, ça sert à rien d'en envoyer trop, donc du coup, on va dire, on va attendre 2 secondes avant de lancer le scrapper finalement, de relancer la modification de la page. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va dire, bien écoute, on va définir la valeur du paramètre offset, hein. Souvenez-vous, l'offset c'est celui qu'on retrouve ici. Donc ça va être le paramètre qu'on va définir ici. Donc l'offset, le premier, il va être à 0, ensuite à 100, à 200, puis à 300. Ça va être la navigation finalement, c'est comme si on naviguait à travers chacune des pages de notre Yahoo que l'on trouve ici pour récupérer les éléments. Donc du coup, une fois qu'on a fait ça, alors éventuellement on peut printer l'offset. Bon, ça n'a pas vraiment grand intérêt puisqu'on l'a déjà finalement, on a déjà le nombre de valeurs, on a déjà le max number, alors on l'a pas printé le max number, donc on peut se dire, tiens, ok, on va printer quand même l'offset. Et derrière, surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rafraîchir notre navigateur avec une nouvelle URL. Donc là, cette URL, qu'est-ce qu'elle contient? Donc notre finance ici, hein, on va retrouver donc tout le bloc de gauche de finance qui bouge pas, avec un pas surtout qui est défini à 100, et surtout un offset égal à la valeur de notre offset. Alors attention, c'est que notre offset, là, vous voyez qu'on a pu le multiplier, donc ça veut dire que c'est un integer. L'integer en Python, on ne peut pas l'associer avec un string, et derrière, donc on va faire juste un cast, on va caster la variable en question, c'est-à-dire qu'on va la changer de type, et on va la passer en string, ce qu'on peut faire facilement en Python. Vous verrez que plus tard, justement, c'est l'intérêt aussi de faire du Golang, c'est qu'on ne peut pas le faire aussi facilement en Golang. Derrière, donc du coup, on va caster offset, qui est un integer, pour le passer en string, donc on va faire un str, utiliser cette fonction str sur offset, puis on va rajouter plus GUC counter égale à 1, ça veut dire qu'en gros on est passé par le consent. Ça, c'est pas forcément indispensable, mais en tout cas on le remet puisque Yahoo, quand on le fait une navigation manuelle, reproduit cet élément-là, autant se calquer le plus possible avec ça. Donc là, une fois qu'on fait ça, finalement on va avoir une page qui va changer au bout de 2 secondes ou un petit peu plus. En tout cas là ça va être toutes les 2 secondes. Donc si je enregistre et que je fais .scrap comme ceci, .py, alors si je ramène suffisamment vite l'élément ici, si on regarde ici, donc on est à 100, 0, 100 de count et 0 d'offset. Donc là il est en train de rafraîchir la première page. Alors la première fois il l'a rafraîchi puisqu'il était déjà aussi à 0. On va attendre quelques secondes normalement. Hop. Alors, parce que des fois quand on bouge, par contre, c'est l'inconvénient avec Selenium, et là c'est pour les tutos, c'est pas très pratique. Quand on bouge la fenêtre de navigation, on perd, finalement Selenium perd l'activation sur la fenêtre, et ça peut poser une petite difficulté, on va voir. Là il est toujours sur le 0, normalement il aurait déjà dû passer, puisqu'on récupère pas les éléments, il aurait déjà dû passer à 100. Ah, ça y est. C'est parce que, alors, il y a plusieurs paramètres qui jouent à ce niveau-là, hein. Alors il n'a pas encore changé. Mais parmi les paramètres qui jouent, c'est que Selenium, il attend que la page soit finie de charger finalement pour pouvoir continuer. Donc du coup là, il est peut-être en train d'attendre, voilà, il y a un resolving host derrière, il est en train d'attendre. C'est possible que ça dure un petit peu de temps, vous allez le voir au fur et à mesure, hein. Il y a des fois ça va tourner très vite, d'autres fois moins vite, vous voyez là il y a du connecting, voilà. Là il est passé à un offset de 100, donc on était à 0, il est passé à 100, on le voit ici, aussitôt il passe à 200, vous voyez, donc là il recharge plus vite, donc il va changer l'URL, voilà, hop, on vient de passer à 200.
Ensuite, il va passer à 300, et quand il va passer à 300, finalement, il va avoir terminé. Alors nous, on a mis à la fin un slip, souvenez-vous, de 600, donc du coup, on va jamais terminer. Et là, si je fais CTRL-C, hop, j'ai fermé finalement, et j'ai plus de Chrome d'ouvert. Donc là, on sait que ça fonctionne. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, il va falloir qu'on aille récupérer, souvenez-vous, quand je vous ai présenté tout à l'heure les éléments, on a la balise A de type data-test égale à quote link. Donc pour récupérer cet élément-là, c'est assez simple. On va réutiliser notre navigateur sur lequel on a fait bouger la page. Et souvenez-vous, lors de la vidéo précédente, on a vu le find element, donc au singulier. Et là, on va utiliser le find elements, puisque effectivement, les balises A, donc on en a autant que de crypto-monnaies, alors on en a même beaucoup plus, mais nous, on va s'intéresser juste aux balises A quote link, et forcément, du coup, on a sur la même page, on en a plusieurs, et du coup, désormais, Selenium est capable de nous faire une liste de l'ensemble de ces éléments-là, en tout cas, nous les sortir sous forme de liste. Donc là, par exemple, si je fais ça, et que je mets un print de names, hop, comme ceci, hop, alors il faut que je mette print, parce que si je mets autre chose, ça va pas fonctionner. Je relance la même chose que ce qu'on vient de faire tout de suite, alors ça va remettre un petit peu de temps, mais c'est quand même assez bien d'aller sur l'ensemble des éléments, voilà, comme ceci. On va laisser tourner 2 secondes, et vous allez voir que finalement, pour chacune des pages, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous retourner la liste en question, donc cette liste qui s'appelle names, et on va pouvoir, nous, au fur et à mesure, parcourir cette liste, pour ensuite s'intéresser vraiment à chacun des liens qui est là. Puisqu'en fait, donc là, en utilisant Selenium, on a récupéré les blocs entiers des balises A, HTML, et après ce qu'on veut faire, c'est que pour chacun des blocs, on va le prendre et on va le décortiquer. Nous, on va pas beaucoup le décortiquer, on va récupérer un des attributs, donc l'attribut title, et on va récupérer aussi la valeur texte qui est comprise dans cette balise. Donc la balise texte, l'élément texte, au niveau de Selenium, il existe pour tous les éléments balisés, quoi, en gros, qui contiennent une valeur. C'est le contenu en format texte de ce qui est compris entre les éléments ouvrants et fermants d'une balise. Donc là, en l'occurrence, on est sur une balise A, puisque c'est un lien qui est cliquable, eh bien, on va pouvoir récupérer l'élément qui est compris dedans. Donc là, vous voyez, ça, c'est notre première liste d'objets Selenium, finalement, qui est donc nos fameux names. Et donc, en fait, si on en prend un, peu importe quoi, on va pas le prendre réellement, mais si on en prend un, par exemple ici on en a un, eh bien c'est comme si on prenait ce bloc, donc si on regarde ici, on va le faire, alors on va le laisser terminer son... Ouais, je pense qu'il a terminé de parcourir ses pages. Donc là si on en prend un, comme ceci, donc hop, on va se remettre comme ça, il faut repasser une deuxième fois. Hop. Voilà, donc si on en prend un comme ceci, ici vous voyez qu'on a notre balise A. Et dans cette balise A, nous, ce qu'on va récupérer, c'est l'attribut title. On aurait pu récupérer la classe ou d'autres éléments. Nous, on va récupérer l'attribut title, hein, donc c'est ce qui s'affiche au survol, donc c'est l'élément vraiment lisible de notre crypto, hein, par exemple. Donc c'est là où on va avoir vraiment de manière détaillée Bitcoin décrit en texte, hein, et pas en code. Et à côté, par contre, ce qu'on veut également, c'est récupérer le code. Et le code, lui, on sait qu'il est contenu dans la balise A, hein, c'est ce qui est affiché à l'écran, et qui est cliquable, donc c'est ce qu'on peut récupérer juste après. Donc pour faire ça, c'est très simple, vous allez voir. Donc première chose, on va chercher à faire une boucle, hop, on va revenir sur notre Visual Studio Code, voilà. Donc première chose, donc on va faire une boucle, hop, comme ceci, donc peu importe la manière de faire la boucle, hein, c'est pas le plus important. Donc on fait une boucle avec un i qui prend les valeurs des noms des bitcoins. Alors là, donc on était sur la liste des noms, le mieux c'est de repartir sur un singulier derrière, quoi, faire varier entre singulier et pluriel, c'est assez classique et c'est assez pratique pour s'y retrouver. Hop là, je me suis loupé là, voilà. Donc derrière cette boucle, ce qu'on va faire, on va faire quelque chose de très simple. Pour aujourd'hui, en tout cas, hein, ça va être vraiment... on avance pas à pas. On va afficher la valeur qui se nomme texte de notre élément en question. Donc là, c'est quelque chose qui est assez simple. C'est finalement, on va récupérer l'équivalent de ce qu'on voit à l'écran de l'élément qui est cliquable. Par exemple, BTC-EUR. Et derrière, on va aussi auto-incrémenter notre log count, ici, donc plus égal à 1.
et on va sauvegarder comme ça. Donc là, si je lance, hop, on va avoir quelque chose qui... alors, pour avoir quelque chose de lisible, on va faire juste une petite modification. On va supprimer le print de... Je l'ai déjà supprimé. Oui, j'ai déjà supprimé, donc je voulais pas... Ouais, je voulais pas afficher le names, le tableau, parce que sinon on va vraiment rien y voir. Donc là, on relance. Hop, voilà, comme ceci. Donc il va reparcourir nos pages un petit peu de la même manière. Hop, voilà, hop. On va avancer tranquillement comme ça. On va attendre 2 secondes. Hop, donc ça va arriver. Donc là, on est toujours sur la valeur, l'offset égale à 0. Voilà, donc ça arrive. Moi, à côté, j'en profite pour ouvrir l'autre élément que je voulais vous retrouver. Hop, voilà. Toc, voilà. Hop. Et donc là, toujours offset égale à 0. Ça va bientôt passer. Alors si c'est trop long, hein, ce que je ferai, c'est que je ferai des petits accélérés. Mais là, normalement, ça devrait s'afficher très rapidement. Alors, resolving host, voilà, il est en train de boucler, et voilà, donc là il est en train de reparcourir les éléments. Alors ça va mettre un petit peu de temps, quoique non, c'est assez rapide quand même. Et hop, ça y est, là il a pris une première page, il a fait l'élément, là il passe à la page suivante, hop, ça y est, il récupère également tous les autres éléments. Puis ensuite, là vous voyez, il vient de switcher à 200, hop, il va refaire la même chose, hop, c'est parti comme ça. Et puis il fait pareil pour 300 après, il va faire exactement la même chose. Voilà, pour 300, il refait la même chose. Et là, on a récupéré nos éléments. Alors là, on a récupéré ce qui est la partie lisible ici. Sauf qu'on n'a pas récupéré, si on reprend Bitcoin, finalement, on ne va pas avoir l'élément qui est lisible. Par exemple, ici, au survol, si vous regardez bien, ici, j'ai dynamique, en détaillé, EUR, alors que le code ici, c'est din EUR. Moi, je veux dynamique EUR. Donc, pour avoir ça, c'est assez simple également. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouvrir... notre Visual Studio Code ici, et on peut aller printer également ici, donc toujours dans notre name. Donc notre name, c'est un des éléments, des objets qui ont été collectés par find element. Donc derrière, là on est vraiment sur du Selenium, et on va pouvoir faire un get de différents éléments, des properties, mais également des attributes. Et parmi les attributes qu'on veut récupérer, nous on a dit qu'on veut récupérer le title, alors je sais plus si on lui met une majuscule, non, je ne crois pas. Get attribute, alors on doit avoir, ouais, toc, voilà, comme ceci, puisqu'on est quand même sur une méthode. On sauvegarde, et là on va le relancer, ça va mettre quelques secondes. Hop, voilà. Donc là pour l'instant, vous voyez que aussi, hein, dans le truc de base, c'est quand même assez pratique d'avoir le navigateur pour voir un petit peu ce qu'il fait. Au bout d'un moment, on peut rapidement rebasculer sur du mode headless. Hein. C'est pour ça que je vous avais laissé, souvenez-vous, le petit commentaire qui correspond, et on l'a gardé, mais bientôt on va l'activer, hein, tout simplement. Le headless qui est là, dès qu'on le décommentera, on n'aura plus Chrome qui va s'ouvrir visuellement. Selenium fera la même chose, mais on n'aura pas juste le retour, puisqu'on n'aura pas besoin le retour visuel. Alors là, on a les éléments, effectivement, on n'a pas mis de séparateur, c'est dommage, mais c'est pas très grave. Voilà, on va le laisser terminer tranquillement. Et là, il arrive sur les 300, vous voyez. Et là, hop. Voilà, il récupère tous les éléments, une dernière tournée ici. Et donc là, vous voyez, à chaque fois, on a 2 éléments. On a comme premier élément ici, on retrouve notre fameux texte, donc la balise, l'élément texte, c'est-à-dire ce qui est englobé, le texte qui est englobé dans la balise ouvrante et sortante et fermante, pardon, de notre balise A. Donc là, c'est vraiment le code. Et puis, bah tiens, là, on le retrouve également. Et puis la deuxième ligne, elle correspond tout simplement à l'attribut title de notre balise A. Donc là, voilà, c'est quelque chose qui est assez sympathique. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Tac, tac, tac. Oui, alors derrière, on peut faire un petit, on peut faire un petit traitement supplémentaire pour se préparer à loguer des éléments. Donc souvenez-vous, voilà, on a fait notre log count ici, eh bien on va pouvoir s'amuser à aller vérifier les choses. C'est-à-dire on va pouvoir dire, ok, si notre log count
qui est là, voilà, est égal à notre que je récupère bien le bon, donc à notre NB values ici. Notre NB values, il faut faire très attention, c'est que derrière, hop, ici, quand on est sur les groupes de notre regex, c'est du format texte. Donc là, il faut bien le repasser en integer, et on ne sera jamais sur du float, hein, on sera sur de l'integer vraiment à chaque fois. Hein. Mais on passe bien sur l'integer, il faut comparer un integer avec un integer, hein, c'est quand même beaucoup mieux. Donc log count qui est un integer avec notre NB values. Là, quand c'est ce cas de figure-là, ce qu'on va dire, voilà, on va dire OK, hop, on va faire ceci directement, gagner un petit peu de temps. Success, on va dire le nombre d'éléments quoi, c'est ce nombre de valeurs qui a été scrappé. On pourra dire, bah, si ça s'est mal déroulé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si ça s'est mal déroulé, on peut printer l'erreur ici et dire qu'on a moins de valeurs scrappées que ce qu'on devait avoir, en tout cas ce qu'on attendait. Et on peut carrément sortir avec un exit 1 pour dire, ok, voilà, quand c'est comme ça, le programme s'arrête complètement. Là, si je relance les éléments, alors on va peut-être cleaner pour éviter de tout afficher. On va supprimer ça, tout simplement, voilà. Toc. Vous inquiétez pas, cette boucle-là, elle va nous servir. C'est-à-dire qu'après, ce qu'on va faire hein, dans une prochaine vidéo, on va d'abord commencer à mettre en place un petit peu Vagrant, de manière à avoir un serveur RabbitMQ. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque élément de la boucle, on va aller envoyer dans RabbitMQ notre un JSON qui va contenir notre title, notre texte qu'on a récupéré, hein, donc le code de notre crypto-monnaie en même temps. On va récupérer aussi, quand c'est comme ça, il ne faut pas s'embêter, récupérer également des timestamps pour les éléments, les dates de collecte par exemple. Et on va mettre tout ça dans RabbitMQ pour fonctionner en mode asynchrone vraiment. Donc là, il va dérouler tranquillement, voilà, il est à l'offset 100 maintenant. Il récupère tous les éléments, là, comme j'ai viré hein, les prints, bien sûr, il ne va pas nous rafficher tout le détail. Hop, ça va aboutir tranquillement. Alors, on pourrait réduire hein, le slip de 2 secondes, c'est pas là, vous voyez, où on va gagner le plus de temps. Là, c'est plus la vitesse de chargement des éléments par Selenium, etc. Quand on fonctionnera en headless, ça ira un petit peu plus vite, notamment, il me semble. Alors, il avance tranquillement. Et derrière, hein, j'ai toujours le timeslip 600, il ne faudra pas oublier également de supprimer. Donc nous, prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à mettre en place les premiers éléments de notre Vagrant file, et ensuite on reviendra sur le scrapper de manière à faire en sorte d'avoir notre RabbitMQ à disposition et commencer à structurer un peu plus le scrapper. Il nous restera, une fois qu'on aura fait ces éléments-là, les logs de notre scrapper à mettre en place, la configuration de notre scrapper à mettre en place. Et derrière, on continuera donc sur un autre élément qu'on va considérer donc notre inserter. Il prendra les éléments qu'on va stocker dans notre cluster dans notre serveur RabbitMQ, et il va les injecter dans un PostgreSQL. Donc on verra ça avec du Vagrant file, etc. Je trouve ça l'élément assez intéressant. Alors notre scrapper qui est là, on pourrait éviter complètement de passer par RabbitMQ et écrire directement dans PostgreSQL. Néanmoins, là l'idée c'est vraiment de se dire ok, on va fonctionner avec des blocs asynchrones, ce qui fait que si notre cluster Postgres par exemple tombe, eh bien on a encore les éléments dans RabbitMQ, etc. On a voilà, tout le côté asynchrone dont on a déjà un petit peu parlé, on y reviendra dessus. Vous voyez donc du coup ici qu'on a un log alors qui n'est pas encore formé, mais qui nous permet de nous dire ok voilà, là j'ai 390 valeurs qui ont été scrappées avec ce qu'on vient de faire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail, soutenir la chaîne. Parlez-en autour de vous également. L'idée c'est de donner cet élément-là, ce bloc-là sous forme de dépôt GitLab, de manière à faire en sorte que si vous voulez vous former, vous pouvez reproduire d'une part la même chose, mais surtout continuer à étendre ce qu'on va avoir fait quand on va atteindre le dernier niveau et que tout sera mis en place. Vous pourrez faire plein d'autres choses et éventuellement reprendre ce même principe là pour aller scraper d'autres choses, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.